nuyu ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp ci seen ñëw bi ngeen ñëw fii ba tey bu fekkee kenn déggul ma war a wax li nga xam ne moom laay wax mu mën koo wax muy ci seen li ngeen xam da ngeen ko mën a dégg. Aujourd'hui c'est à moi de vous souhaiter la bienvenue parce que aujourd'hui on va vivre pleinement la vie de Guelwac de mon village et donc je vais vous demander tous d'être assez patients parce que je serai un peu discursif. Discursif dans la mesure où je sais que je ne peux pas étaler aujourd'hui tout ce qui s'est passé depuis le début en 89 jusqu'à maintenant sans que ce soit un discours discursif. Donc, alors que dans les années 89, vous le savez, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, si la salle est remplie comme ça, c'est justement parce qu'elle est remplie par des gens déterminés, parce que connaissant comment les Européens vivent et le temps, comment il est précieux, alors je me demande comment vous avez fait pour vous présenter ici. Mais je peux comprendre de l'autre côté. Parce que ce n'est pas donné. Moi, je comprends bien. Et donc, je vous félicite tous d'avoir transcendé tout ça pour venir m'écouter. Écoutez ce peuple du Sénégal, du nord du Sénégal, dans un village perdu dans le désert. Mais vous allez voir que nous, dans les années 89, on avait aussi la possibilité de rester à Dakar. Mais on s'est dit non, on ne va pas rester à Dakar. On va essayer de développer le génie africain. Parce que ce qu'on a noté, c'est que le développement tel qu'il est pensé aujourd'hui, c'est un développement qui est parachuté en Afrique et qui ne répond pas, n'est-ce pas, aux attentes des Africains. Parce que la manière dont se développent, n'est-ce pas, nos sociétés, ce n'est pas la manière adéquate de développement. Et pourquoi? Parce que l'Afrique a pris le train en marche. Ayant pris le train en marche, l'Afrique n'a pas eu le temps d'avoir une position, donc de se positionner. Et je pense qu'au niveau d'une gare, mais on a des directions différentes et chacun doit choisir son train. L'Afrique devrait aussi choisir son train et pas se mettre dans n'importe quel train qui conduit n'importe où. Et là, donc, nous avons pensé qu'il était temps d'inverser la pente et de dire comment nous, en tant qu'Africains, natifs de notre village, comment on peut inverser la pente parce que de tous les temps, avant les années 89, bien sûr, surtout le nord du Sénégal, était courtisé par les ONG, mais aussi par les États européens. Parce que c'était l'époque où, après les indépendances, il fallait investir en Afrique accompagné. Et en accompagnant donc, c'était surtout des assistants techniques qui pilotaient les projets à la place des Africains. Avec tout le respect que j'ai des Européens, je n'ai pas de problème. C'est juste pour dire que mais c'est nous qui devons porter notre projet et pas les autres. Parce que c'est nous qui savons percer le secret, n'est-ce pas, des réalités cachées, n'est-ce pas, dans notre société. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, en tout cas au niveau du développement, tel que nous le concevons au niveau du Sénégal et précisément de notre village, c'est qu'on manque de repères, on manque de valeurs. Et on a été affecté. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas tout le temps retourner en arrière. Le problème ne se pose pas parce que l'Afrique a subi. On a subi l'esclavage, on a subi l'impérialisme, on a subi le colonialisme, on a assez encaissé. Maintenant, à un moment donné, il faut qu'on se redresse, que l'Afrique dise, mais tiens, moi, qui j'ai à rattraper, comme disait l'autre? Nous, on n'a personne à rattraper. L'Europe a marqué le pas pour arriver là. Il y a de cela 100 ans, l'Europe n'était pas comme ça. Peut-être que c'était encore plus reculé que ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est parce que l'Europe a marqué le pas en ne brûlant pas les étapes, n'est-ce pas, pour arriver aujourd'hui à ce développement qui est, même si c'est un développement entre guillemets, mais un développement qui a été dans le temps et dans l'espace. Donc nous autres aussi les Africains, nous devons marquer le pas en vue de mener un développement soutenu, un développement de tout homme et de tout l'homme. Voilà comment nous avons pensé notre développement propre au pays pour dire qu'on commence par commencer par nos activités traditionnelles. Donc en 89, moi par chance j'ai été à l'école. Parce que mon père était chauffeur dans l'administration. Sinon, je serais resté comme tous les enfants en 89, analphabète au niveau du village.
Alors je me suis dit, la chance que nous avons, mon cousin et moi, parce que lui aussi, son père était gardien. Alors, on s'est retrouvés pour dire comment on peut faire pour notre village. Parce que de tous les temps, on a été des nomades. Qui connaît les Peuls, c'est que les Peuls, c'est des nomades. Nous sommes d'origine arabo-berbère. Il y en a même qui disent que nous venons du Haut-Nil. Et ça, c'est vrai. Parce qu'on retrouve dans tous nos contes le soleil levant. C'est-à-dire que nos contes commencent toujours. Il était une fois au soleil levant. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque part que nous avons une origine commune. Parce que c'est tous les Peuls en Afrique. Que ce soit chez nous au Sénégal, au Burkina, jusqu'au Kenya, ils ont toujours les mêmes contes et commencent toujours par le soleil levant. Donc ça veut dire quelque part que nous avons sillonné toute l'Afrique, traversé toute l'Afrique pour se retrouver, n'est-ce pas, au nord du Sénégal. Mais à un moment donné, il fallait s'arrêter. On ne pouvait plus continuer avec le nomadisme. Et surtout, à l'époque, en 89, il fallait voir comment était le tapis herbacé. C'était presque rien. Il n'y avait presque rien. C'était vraiment le désert qui s'approchait. Parce que c'est un pays frontalier avec la Mauritanie. Donc le désert avance et nous sommes les premiers à être affectés parce que c'est le nord du Sénégal qui est à la frontière avec la Mauritanie. Et donc les Peuls s'étant retrouvés là, alors on continuait effectivement à mener ce qu'on appelle l'élevage extensif. Alors ça ne pouvait pas continuer. On ne pouvait pas continuer avec l'élevage extensif et on ne pouvait pas aussi continuer à sillonner l'Afrique. Parce que moi, je demande à mon père, tu es né où? Il me dit qu'il est né à Tirmon. Son père est né encore plus dans le Fouta. Et dans le Fouta, lui, son père aussi, mon grand-père, il est né presque vers le Niger. Mais on dit, mais on doit s'arrêter un moment. Et donc en 89, je reviens encore, c'était le semi-nomadisme. Nous, nos parents, se posaient à Guelak pendant la saison sèche parce qu'il y avait un bras du fleuve non loin de Guelak pour abreuver leurs troupeaux. Donc ils se posaient là pendant la saison sèche. Et pendant la saison humide, la saison hivernale, quand il pleut, ce qui correspond au mois de juillet, août, septembre et un peu octobre, ils se repliaient à Tirmon. Donc c'était le dernier village de pause de nos parents. On dit, tiens, maintenant on va voir entre les deux villages, là où il faut vraiment maintenant commencer notre projet de développement, qui était pour nous un projet de société. Un projet de société, il fallait développer non seulement des activités techniques, mais des activités sociales, économiques, qui permettent à la population de se sédentariser. Mais dans ce développement aussi, on s'est toujours dit que la première chose, c'est de ne jamais perdre de vue nos racines. Parce que réellement, celui qui est perdu, ce n'est pas celui qui ne sait pas où il va, c'est celui qui ne sait pas d'où il vient. Donc ce serait dommage qu'on ne s'appuie pas sur nos valeurs réelles pour nous propulser dans le temps pour un développement soutenu, un développement comme on l'entend. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous, à la place des projets sectoriels autant, nous avons dit on commence avec les moyens de bord. C'était très dur parce qu'on venait juste de sortir des universités. Lui, il avait commencé déjà dans une ONG franco-sénégalaise où il travaillait, mon cousin Ousmane. Et moi, j'enseignais un peu. Donc c'est après ça qu'on s'est vu un jour pour dire ensemble, bâtissons notre village. Essayons de mener le développement là. Alors tout est parti comme ça. Alors on a attaqué le mal à la racine en disant que si nous on a eu la chance d'aller à l'école, tout le reste de nos parents n'ont pas eu cette chance-là. Donc il faut attaquer le mal à la racine. Il faut dire oui, tout ça c'est parce que nous on a été voir plus que notre propre réalité. Donc non seulement on connaît notre réalité propre, mais on a été voir ailleurs et on sait ce qui se passe ailleurs. Mais comment maintenant on peut développer ce qu'on a vu ailleurs et ce qu'on a chez nous, conjuguer pour arriver à quelque chose qui est adapté à nos réalités et qui permet de propulser le développement. Mais dommage que nos États n'ont pas fait pareil. On a vu qu'on a été attaqué jusqu'aux viscères. Parce que je peux donner l'exemple, par exemple, disons, de l'éducation. Et vous allez voir pourquoi on a mis le paquet sur l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la base du développement. Comment peut-on comprendre un jeune Africain né en Afrique,
hein, qui à l'âge de 2 ans commence ce qu'on appelle l'école maternelle. À l'école maternelle, tout ce qu'on lui apprend, c'est les activités conformes au développement de l'Europe et c'est tout ce qu'il voit. Il ne voit pas autre chose. Il quitte l'école maternelle, il s'inscrit à l'école primaire. L'école primaire, les enseignements, les enseignements sont calqués sur le modèle occidental. On échelonne, on continue, c'est l'école secondaire, pareil. C'est impossible qu'on se développe comme ça et je peux donner plusieurs exemples. Parce que c'est des gens qu'on forme qui n'ont rien d'un Africain, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de repères. Ils ne peuvent pas mener le développement de l'Afrique, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ils ne peuvent aussi pas rayonner. Parce que quelque part, surtout au niveau de la science que je connais, comment peut-on comprendre un jeune Sénégalais qui ne sait même pas dire à ses parents exactement ce que c'est que le théorème de Pythagore? Et pourtant, c'est très simple. Mais c'est parce qu'on nous apprend dans une langue étrangère, une langue qui n'est pas notre langue. Et moi, je l'ai testé. J'ai vu chez nous dans des écoles primaires où des élèves ne savent pas faire 10 plus 5. Et pourtant, si tu leur dis, pourquoi? Parce qu'ils comprennent, il n'y a pas de différence. Tu leur dis ça dans leur langue, ils te répondent automatiquement. Mais donc, il y a quelque part un problème. Il faut qu'on dise que, en tout cas, moi, je n'ai rien, encore une fois, contre l'Occident. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais je me dis qu'il faut qu'on s'assied sur notre chaise d'abord. Il ne sert à rien d'enseigner dans nos écoles la tour Eiffel, hein, l'histoire de Napoléon, si les jeunes Sénégalais ne savent pas situer leur propre village, leur propre ville sur la carte du Sénégal. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Au contraire, on doit d'abord s'enraciner. Moi, je suis pour l'ouverture, mais l'enracinement d'abord avant l'ouverture. On doit s'enraciner puis s'ouvrir. Et c'est comme ça qu'on peut se développer avec résilience. Parce qu'aujourd'hui, le développement qui se mène sans résilience. Si la résilience nous dit que c'est la capacité d'un matériau de reprendre sa forme après une déformation, mais socialement, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on doit développer, c'est des capacités qui nous permettent de faire face aux mutations sociales sans détériorer l'existant. Mais c'est comme ça qu'on peut mener un développement soutenu. Et c'est comme ça que nous, à tout point de vue, et au niveau de tous les domaines d'activité à Guelak, ce que nous avons d'abord cherché, c'est la maîtrise de l'action. Tant que l'action, pour nous, n'est pas maîtrisée, pour nous, elle ne peut pas être durable. Et on arrête aussitôt. Donc, pour avoir dit qu'on avait attaqué le mal à la racine, je dis que nous avons commencé d'abord. Et aujourd'hui, quand on a commencé, nous, en 89, avec une école communautaire de base, il n'y avait aucune école dans tout l'arrondissement de Rao-Pres. Il n'y avait qu'une école, c'était dans la capitale de l'arrondissement, c'est-à-dire à l'intérieur de Rao-Gare. Sinon, pour tout le reste, il n'y avait pas une école. Nous avons osé, mon cousin et moi, sous des arbres. On est allé des nattes. Ils avaient leurs ardoises entre leurs jambes pour écrire. Nous avons osé défier. Et on a commencé avec une école communautaire de base. 8 ans après, nous avons formé les premiers jeunes qui ont décroché leur certificat d'études pour se retrouver dans les collèges. 10 ans, on s'est dit, tiens, on va commencer avec un collège parce que tous ces élèves qui sortent de l'école primaire et qui se retrouvent en ville, n'est-ce pas, à la longue, ils finiront par ne plus trouver de tuteurs, de familles d'accueil. Parce qu'au début, c'était possible, il n'y avait pas de problème. La première promotion, c'était 11 élèves. On les a affectés dans différentes familles d'accueil. La seconde année, il y a eu encore 10. Ça faisait 21 élèves.
Finalement, on était tellement... on avait trop de problèmes pour vraiment les caser dans les familles. Alors c'est en ce moment que nous avons introduit notre demande au niveau de l'éducation nationale, pour demander à l'inspection de nous envoyer des enseignants. Mais là, il fallait, pour cela, commencer à construire d'abord, parce que c'était pour nous une chance d'avoir eu entre-temps des amis. Mais ça, je vais y revenir. Parce que, en fait, pourquoi je le dis? Parce que même si on a osé, si on a eu tout le mérite d'avoir osé commencer, mais justement, comme on dit souvent, lire soo koy tàccu su neexee c'est parce que lu tax mooy am na ku koy yëkkati. Si un bébé danse bien, c'est parce que sa maman l'a bien gesticulé comme ça, c'est-à-dire pour qu'elle arrive à danser. Sinon, le bébé, il ne peut pas danser. Mais c'est encore une manière de dire que justement, ce qu'on avait refusé, parce que ce qui n'avait pas donné ses fruits, justement, nous l'avons récupéré pour en faire de ça un capital pour démarrer, pour nos actions. Parce qu'au moment qu'on intervenait, par exemple, dans les années 89, ou on intervenait pendant les années 89, je disais qu'il y avait beaucoup d'ONG qui courtisaient surtout le nord du Sénégal. Mais 40 ans après les indépendances, qu'est-ce qu'on voit? Un cimetière de projets dans le nord du Sénégal. Presque plus de projets. Parce qu'au Sénégal, à l'époque, quand tu parles de projet, ils croyaient qu'un projet c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans, c'est pour 4 ans. Mais ils ne pouvaient pas comprendre que nous, notre projet, ce n'était pas un projet sectoriel. C'était un projet de société. Où notre objectif, c'était d'éviter l'exode rural, de fixer la population, mais de créer un cadre de vie qui permet à toute la population de se sédentariser. Donc, pour nous, il ne s'agit pas de dire, mais dans 2 ans, dans 3 ans. Mais entre-temps, on a vu beaucoup de projets chavirer. Et je peux donner plusieurs exemples. Et pourtant, c'était avec une très bonne volonté que même des Allemands près de nous ont emblavé une forêt de presque 200 hectares de gomme arabique. Ce qui était très bénéfique pour notre village. Mais qu'est-ce qu'on voit? Après 5 ans, quand ils se sont retirés, la population ne s'est pas approprié le projet. Comme la population ne s'est pas approprié le projet, ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Donc chacun pouvait se permettre d'aller tirer un piquet, d'aller prendre un bout de fil, d'aller prendre ceci et cela. Et qui pouvait dire non? Personne. Personne ne pouvait dire non. Mais on ne va pas me dire que ce n'était pas une bonne volonté, ce n'était pas une bonne action. Donc les bonnes actions, les bons projets doivent être portés par des leaders naturels, sinon ça ne peut pas marcher. Et c'est comme ça donc que nous, conscients de tout ça, on s'est dit que personne ne peut faire le développement à notre place, quel que soit celui qui veut nous accompagner. Donc nous, on a toujours posé comme jalon des principes. D'abord, on a redéfini le mot rendement. On s'est dit que nous, pour qu'un projet soit rentable, il faut que ce projet le soit sous ces 3 piliers-là, c'est-à-dire ces 3 dimensions, qui sont les dimensions socio-économiques, la dimension culturelle, mais aussi la dimension pédagogique. Sans pour nous ces 3 dimensions, tout projet est voué à l'échec. On ne peut pas mener un projet de développement quand on sait que ce projet n'est pas socialement durable. On peut non plus mener un projet de développement quand on sait que ce projet n'est pas économiquement durable. Parce que la preuve, c'est que quelque part, on aide, les Européens peuvent bien aider. Mais on ne peut pas comprendre le jour où le robinet est fermé que le projet aussi. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que nous devons viser, c'est l'autonomie. Je ne parle pas d'autarcie, de l'autonomie. Bien entendu, ce que nous devons viser au niveau de nos projets, c'est d'avoir des gens qui nous accompagnent. Mais ceux-là qui nous accompagnent doivent aussi comprendre notre philosophie en vue de dire que ce qui fait le développement, ce n'est pas l'argent que nous apportons, mais c'est plutôt la détermination ferme de ces gens-là à vaincre l'adversité que le développement se fait. Parce que si c'était accepter n'importe quoi, nous avons tout le droit d'accepter tout chez nous, parce qu'en fait, c'est notre droit.
l'État du Sénégal, en voulant démultiplier l'exemple qui se fait à Guelak, nous avait invités à participer en conseil interministériel, et ça pendant 2 ans, pour travailler autour de ce projet. Et ce projet, c'était un projet sur 9 ans, où Ousmane et moi devions normalement percevoir chacun près d'1 million de francs CFA. Mais quand j'ai tapé sur la table pour dire non, on n'en a pas besoin, ils se sont dit, mais il est fou. Mais je n'étais pas fou. Je savais où j'allais moi. Je n'avais pas besoin de ça. Parce que j'ai vu que beaucoup de projets de développement, n'est-ce pas, se sont cassés la tête parce que justement, à un moment donné, les gens ont fait la grosse tête, n'est-ce pas, impliqués au niveau gouvernemental et autres. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que quand tu n'y as plus les avantages que tu avais, alors tu commences parce qu'ils t'ont mené dans un train de vie qui est impossible vraiment à tenir. Et pour cette raison, nous avons dit toujours non. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de développer notre société, de développer notre village, et on le développe comme on l'entend. Ce qu'on cherche, c'est des partenaires, des amis qui nous accompagnent. Tant que l'accompagnement n'est pas horizontal, nous, on arrête, on est contre. Quelle que soit l'origine. Et quel que soit aussi le degré de notre besoin. Parce que ce qui importe, c'est la finalité. C'est le développement. C'est voir le bout du tunnel. Alors comme ça, nous avons résisté à beaucoup de trucs comme ça, n'est-ce pas? Que ce soit de la part de l'État, que ce soit de la part d'ONG. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des amis comme Ligne, n'est-ce pas? Comme Chemin Croisé, Baobab, hein? Les amis avec Beya, avec Rémi Chiffler ici, des amis en France. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui nous connaissent et qui appliquent carrément la relation telle qu'on l'entend nous. Et c'est comme ça qu'on s'est développé et qu'on a essayé en tout cas. Je ne peux pas parler de développement, mais je peux dire qu'on a essayé. Dans un village où, en 90, pour lire une lettre à l'époque, il fallait que je sois là où Ousmane, sinon ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que les premiers au bac dans la région de Saint-Louis viennent de Guelak. La première fois cette année qu'on a présenté au brevet d'études le collège que bien sûr Saint-Charles de Ligne a soutenu, c'est la première année. Et cette année, on a eu les premiers et la deuxième du département. Et on a osé continuer. Parce qu'en fait, on vit un monde où, pour nous, il faut que l'agriculture et l'élevage se redressent. Alors, on a pensé mettre sur pied une école de formation diplômante. Nous avons demandé à l'État, ça fait 2 ans qu'on a demandé à l'État de nous envoyer des enseignants et d'abord d'agréer notre école. Un cours derrière, ça n'a pas été fait. Alors que ce qu'on a fait, c'est d'aller voir quelqu'un qui a l'agrément, mais qui n'a pas démarré l'école parce qu'il n'avait pas la possibilité ni le socle normal pour démarrer des cours de ce genre. Nous avons conjugué avec lui pour commencer et aujourd'hui on a osé commencer et on a senti qu'aujourd'hui c'est la mode au Sénégal. Parce que ce qui manque aussi dans les pays en développement, en voie de développement comme le Sénégal, c'est le personnel intermédiaire. On a assez formé de médecins, d'ingénieurs, mais c'est le personnel intermédiaire qui manque. Des ingénieurs, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas le personnel intermédiaire. Et ça fait le point faible de notre continent. Alors nous, on a commencé cette année avec une école diplômante, niveau formation CAP, avec des élèves qui nous viennent un peu partout du coin. Alors c'est pour dire que donc c'est un ensemble d'activités que nous avons conjuguées, que ce soit au niveau de l'école primaire, secondaire, mais aussi au niveau de la case des tout-petits. Nous avons osé commencer avec la case des tout-petits, tout au début en 99, à l'époque, il n'y a pas longtemps, mais il n'y en avait pas au Sénégal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Que maintenant, ça commence. Donc, je pense que le problème, pour nous en tout cas,
c'est être une partie de la solution que d'être une partie du problème. Donc toute notre lutte, c'est de dire, même si on ne peut pas retenir la mer avec ses bras, quand même, osons affronter, nous confronter aux problèmes pour trouver des solutions durables. Et c'est comme ça qu'on a commencé cette école qui, avant de venir, devait normalement ouvrir ses portes le lundi suivant. J'ai appelé, je pense que c'est en bonne route et ça a commencé. Nous avons pour le moment autour de 15 élèves parce que ça dépend aussi du fait qu'on est enclavé. La demande est importante, sauf qu'on est enclavé. Les élèves quittent Saint-Louis ou ailleurs, 30, 40, 50 km, ils ne peuvent pas retourner chaque jour. Donc il faut bien que deux choses se posent. Ou qu'on les dépose sur la route à Raou, ou qu'on commence un internat. Et comme on n'a pas les moyens pour démarrer un internat, on dit pour cette année, on commence avec un effectif raisonnable, comme ça, avec notre pick-up, qu'on les dépose à Raou et qu'on aille les chercher aussi le matin. Voilà comment. Et un jour, ça viendra. Moi, je pense que c'est comme ça. Il faut qu'on essaie de faire face, n'est-ce pas? Et de former des jeunes aussi qui feront face aux mutations sociales pour faire un développement durable, comme je le dis, un développement où l'homme est au centre, un développement de tout homme et de tout l'homme. Donc, mes amis, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que je sais que ce qui est le plus important, c'est au niveau des questions-réponses. Le centre de formation intégrée. Il y a maintenant à Guélac une case des tout-petits, une école primaire, un collège maintenant qui va jusque... Donc les enfants peuvent aller à l'école jusqu'à 14 ans, parce qu'ici, donc c'est pas... En Belgique, c'est pas le même système qu'en France, hein, donc le Sénégal, c'est le même système qu'en France. Et donc la nouveauté maintenant, c'est le centre de formation intégrée. Tu aurais peut-être un peu plus... Tu saurais détailler ce qu'on y fait exactement et ce qu'on y apprend, et quel est le but, et l'histoire après des fermes... Enfin, que deviennent les jeunes après cette formation? Le centre d'enseignement technique a deux rôles. D'abord de récupérer les enfants en déperdition scolaire, parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas en troisième, ou qui n'arrivent pas à accéder au cycle secondaire, second cycle. Donc tous ces jeunes-là, et on n'a pas le droit aussi de redoubler au niveau du cycle, par exemple du premier cycle, ni du second cycle, 2 fois. Ça veut dire que l'école sénégalaise rejette beaucoup d'enfants qui n'accèdent pas à la classe de 3e. Ça, c'est de 1. Donc, raison pour laquelle on dit que ça peut être notre cible. Donc, notre cible, c'est d'abord cette couche-là, pour leur permettre d'avoir un avenir. Mais ensuite, il y a un accompagnement derrière. Parce que ce que nous faisons, notre objectif, c'est que ça puisse faire tache d'huile. Donc, ceux qui sortiront demain de cette école continueront effectivement en leur manière, parce que c'est des concepts qu'on enseigne. Ce n'est pas un modèle qu'on doit dupliquer, non. C'est des concepts. L'élève, il doit bien apprendre de Guélac, mais il doit adapter. Exactement ce que nous avons fait. On n'a jamais connu l'élevage intensif. Mais c'est parce qu'on a appris ici en Belgique comment on fait l'élevage intensif. Donc, retourner chez nous, on n'a pas aussi calqué. Parce que le danger, c'est calquer un modèle. Pour nous, ce qu'il faut, c'est adapter le modèle. Donc, nous l'avons adapté. De la même manière, ce qu'on demande aux jeunes, c'est d'adapter le modèle en fonction de leur environnement. Parce que les jeunes nous viennent d'un peu partout. Ce n'est pas seulement des jeunes de Guélac, c'est des jeunes des environnements et donc d'autres villages et même de l'intérieur du Sénégal. Ce qu'on veut, c'est que ces jeunes-là puissent, à leur sortie, démultiplier l'exemple qui se fait à Guélac et commencer leur propre exploitation. Et comme ça, on pourra demain, parce qu'il ne faut pas fermer les yeux devant la réalité. Moi, je ne suis pas pour qu'on retourne 10 000 ans en arrière. Mais je suis pour le progrès. Mais quel progrès? Je me dis, il faut du progrès, mais il faut que le progrès s'appuie sur du réel. Alors, la formation de ces jeunes, le but, c'est de les former à ce
qu'ils puissent piloter leur propre projet. Et dans la formation, il y a l'informatique, il y a les mathématiques, il y a l'anglais, il y a, voilà, comme enseignement général, mais enseignement technique aussi, on fait tout ce qui est pédologie, horticulture, floriculture, arboriculture, tout, pédologie, ils font tout. Et c'est pourquoi donc on forme ces jeunes-là. C'est pour que ces jeunes-là puissent demain être des porteurs et acteurs dans leur propre société. Chez vous, mais du coup, vous, c'est quand même de l'agriculture qui utilise des pesticides, etc. ou c'est de l'agriculture biologique? Nous c'est de l'agriculture biologique. Il n'y a que agriculture qui existe. Tout le reste n'existe pas. Je t'assure, hein, nous, on a connu l'agriculture biologique avant tout le monde, avant l'Europe. Oui. Nous, on ne vivait que de ça. Quand est-ce que nous, on a connu les engrais? Ce n'est pas nous qui les avons conçus, les engrais et les pesticides. Hein. Nous, on n'a jamais connu tout ça. On n'a jamais rien fait d'autre que de l'agriculture bio. Maintenant, si c'est à la mode là-bas au Sénégal, ça me fait rire. Je dis, mais non, on ne réfléchit pas. Voilà pourquoi je dis qu'on prend un train qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas normal. Nous, on ne doit même pas nous lancer dans ce débat-là. Parce que nous, il y a longtemps, depuis l'Antiquité, avant la Révolution grecque. On n'a jamais connu autre chose que ça. Hein? C'est maintenant que, voilà, les multinationales nous bombardent leurs trucs. Oui. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ils nous ont bouffé toutes nos terres. Hein? Il ne reste plus rien. Pendant combien d'années? Nous, on connaissait que l'agriculture vivrière. Mais c'est seulement dans les années 60 qu'on nous a introduit le coton, l'arachide, hein? Le soja, des cultures au détriment des cultures vivrières. Si aujourd'hui l'Afrique a faim, c'est ça le problème. Il n'y a pas 2000 solutions. Il faut retourner, n'est-ce pas, repenser l'agriculture, et je pense que la seule solution, c'est l'agriculture familiale. La seule qui soit durable, c'est l'agriculture familiale. Autrement dit, on va tomber dans le même trou que l'Europe. Et aujourd'hui, nous, on ne fait pas attention pour apprendre des erreurs des autres, au moins. Même si on n'a pas... même si on ne peut pas commencer avec nous-mêmes, mais qu'on apprenne au moins, qu'on se dise, mais l'Europe, c'est cogner la tête contre le mur, pourquoi nous, on doit foncer? Mais c'est clair, moi je pense qu'il n'y a pas photo, c'est clair. Mais on nous emballe tout le temps. Même le développement, on nous emballe dans ce qu'on appelle les PIB, la croissance. Ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que le Sénégal a connu une croissance ces derniers temps que nous n'avons pas senti. Ça veut dire quoi alors la croissance? S'il y a croissance... Mais, oui, mais c'est... Voilà, mais tant que la population, la couche défavorisée ne profite pas, les pays doivent revoir leur attitude. Parce que l'attitude de nos gouvernants, c'est de prendre soin des gouvernés. Tant que les gouvernés ne voient pas leur compte, les gouvernants doivent se revoir et savoir qu'ils ont des problèmes à régler, autres que les problèmes auxquels ils font face. Et c'est ça le problème en Afrique. Ça, c'est encore un grand problème. On nous emballe dans des trucs qui ne nous regardent même pas. Mais c'est des indicateurs de développement, des indicateurs qui sont des indicateurs internationaux. C'est comme ça qu'on se base sur les trucs. Mais comment voulez-vous que les Africains qui ne sont pas assez mûrs, qui n'ont pas de repères, ne prennent pas la mer? Parce que les Européens les ont montré que la richesse c'est là. La pauvreté c'est là-bas. Alors, et moi je pense que ce n'est pas ça qui fait la richesse. C'est non plus ça qui fait la pauvreté. Ce qu'il faut fuir aujourd'hui, ce n'est pas le sida. Vous savez ce qu'on doit fuir aujourd'hui? Il y a deux maladies très graves qui sont l'insatisfactose et l'insuffisance. Quand on se satisfait jamais, quand on se suffit jamais, mais on ne peut pas être plus malade que ça. Jamais on peut être plus malade
que quelqu'un qui ne se suffit de rien, hein, qui n'est jamais satisfait. Hein, lors du monde, on continue à se poser des questions, on continue d'avoir des problèmes. Mais nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on est de loin plus développés. Mais, donc ça dépend des indicateurs. Mais ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on voit, le cliché qu'on donne à vos jeunes ici, mais c'est un cliché qui n'est pas normal. Que l'Afrique c'est la misère, que l'Afrique c'est la guerre tribale, que l'Afrique... Mais non, on doit arrêter. Parce que quelque part, on est tous responsables. Au moment où nous parlons de l'internationalisation, de la mondialisation, donc quelque part, ça veut dire alors que leur mondialisation est économique et n'est pas sociale. Voilà encore une deuxième question qu'on pourrait se poser. Pourquoi on n'a pas mondialisé socialement le développement, mais économiquement, oui. Et nous, on traîne. C'est pas normal. C'est pas normal et on doit être conscient de ça. Que ce soit nous les Africains ou les Européens, moi je dis que nous tous nous devons être conscients, hein, et revoir le développement, revoir les trucs. Mais je parle à des convaincus, je suis sûr. Je m'adresse à des convaincus. Ce n'est pas à cause du public là, mais je le dis d'une manière générale. C'est d'une manière générale. Mais je sais que je m'adresse à des convaincus. Si vous n'étiez pas aussi convaincus, vous ne serez pas là. Ouais. Mais quand il faut le dire, il faut le dire. Il s'agit de ça. Ouais. Donc chez nous, on est 30 à piloter 36 à piloter le centre de développement. Donc toutes les activités, quoi. L'éducation, la formation, la transformation des fruits et légumes, les tissus de Guelac, le dispensaire. Bref, toutes les activités sont pilotées par une équipe. Maintenant, dans cette équipe, bon, on est tous spécialisés quelque part, mais on est interchangeables. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est chargé de la transformation laitière, mais il y a un autre qui est chargé de l'élevage, un autre qui est chargé, voilà, ainsi de suite. Et nous, on a un pot commun et nous avons tous le même salaire. Par contre, ceux qui viennent en formation, eux, ils ne payent pas, mais ils contribuent en travaillant au même pied d'égalité que nous au niveau de la ferme. Ce qui fait qu'à leur sortie, nous, on les accompagne. On les accompagne. Et comment on les accompagne? La première chose, c'est un point d'eau, donc un puits. Après, une petite étable. Le plus souvent, ils ont des chèvres, des vaches ou des moutons parce qu'ils sont issus de familles paysannes. Donc, nous, on donne que les géniteurs. Parce que nous avons croisé des sangs Sanen et nous avons des chèvres laitières. Nous avons aussi des vaches laitières. Donc, on donne aussi les géniteurs. On les accompagne. Mais notre problème, c'est que chaque année, sortent plus qu'on a vraiment les possibilités d'accompagner. Parce que jusque-là, ce qu'on peut, c'est accompagner deux. Installer deux, c'est possible. Mais on n'a pas la possibilité, le budget nécessaire pour accompagner plus. Donc il y a beaucoup de monde qui attendent. Alors ça, c'est un problème. Mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, je pense, le premier objectif qu'on doit atteindre, c'est la formation. Ensuite vient le deuxième objectif, qui est l'insertion des jeunes, n'est-ce pas, au monde, voilà. Dans la vie professionnelle, les anciens étudiants, comment est le contact avec Guelac, avec les écoles? Est-ce qu'il y a des collaborations? Est-ce qu'il y a un contact actif, une coopération? Ou est-ce que ça s'oublie que, comme ici, une fois qu'on a quitté les écoles, on a encore un peu d'amis, mais le contact réel avec l'institut ou l'école, ça s'oublie. Est-ce que c'est comme ça chez vous aussi, ou est-ce qu'il y a un lien, disons, pour toute la vie? Quand on a un lien, on l'a toute la vie. Vraiment. Même que ce soit avec nos relations. Parce que nos premières relations aujourd'hui, demain,
Je vais aller à Alken, par exemple. Ça fait presque 15 ans qu'on ne travaille plus avec Alken. Mais demain, je dois aller à Alken. On a gardé de très bonnes relations. Nous, nos relations, on les garde. Ça, je pense aussi, c'est un peu culturel. Qu'on le veuille ou non, c'est culturel. Deuxièmement, au niveau de notre organisation, nous avons organisé les jeunes en GIE. Donc, ils ont tous les ressortissants de Guelak sont dans un GIE. Un GIE, c'est une association chez nous qu'on appelle le groupement d'intérêt économique. Ils ont un groupement d'intérêt économique qu'on appelle lutte pour la promotion des fermes écologiques. Alors, ce qui fait que chaque fois qu'on doit installer un jeune, c'est tous les jeunes qui viennent pour l'aider à s'installer. Et tous les premiers dimanches du mois, alors ils se retrouvent à Guelak ou ailleurs pour échanger, discuter. Et ils ont des cotisations aussi pour avoir une caisse qui leur permette de subvenir à leurs besoins primaires. Est-ce que vous avez des contacts similaires avec des projets similaires dans d'autres pays d'Afrique, comme je ne sais pas quoi, la Tanzanie, le Malawi, des gens qui pensent comme vous, qui travaillent comme vous, et que vous avez des contacts pour se supporter l'un et l'autre? D'ailleurs, je suis président du mouvement Paysans sans frontières. Et même dans ce mouvement, il y avait même des Belges, des Hollandais, et aussi des Africains. Donc nous avons profité pour nouer des contacts avec ces paysans africains. Donc ça, c'est resté. Avec le Bénin, avec le Mali, avec le Niger, avec même le Kenya. Et nous, on pense que c'est le niveau de relation le plus important. Parce qu'on a les mêmes réalités, on cherche à transcender les mêmes problèmes. Donc l'échange est beaucoup plus horizontal qu'avec, par exemple, l'échange entre le Nord et le Sud. Même s'il est vrai que pour que l'échange entre le Nord et le Sud soit vraiment rentable, il faut que ces éléments du Sud-là soient à mesure de digérer la différence. Parce que souvent, c'est le problème. C'est-à-dire, on vient du Sud, on ne digère pas la différence. Et quand on ne digère pas la différence, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que le paysan que tu amènes ici, qui voit qu'ici, la traite se fait plus manuellement, c'est même électronique. C'est-à-dire que bon, c'est des robots qui traitent, c'est ceci et cela. C'est-à-dire, c'est vraiment déconnecté de la réalité africaine. Tu amènes un paysan de Guelak qui n'a jamais été plus loin que Dakar. Tu l'envoies ici à Bruxelles. Chez un paysan, par exemple, qui est à ce niveau-là. Ces échanges-là ne peuvent pas marcher. S'il est assez mûr, assez enraciné, assez capable maintenant de digérer, de dire, oui, c'est différent, c'est autrement. Et c'est d'ailleurs même pas la solution. Et d'arriver même à dire que c'est même pas la solution. Mais même si tu n'arrives pas à ce que ça ne soit pas la solution, tu dois être convaincu qu'il y a une différence. Et que cette différence-là doit rester. Ce que toi tu dois voir, c'est comment ils ont fait pour en arriver là. Et toi, comment tu dois faire pour décoller et arriver à un autre niveau, mais un niveau bien réfléchi, bien pensé, qui permet un développement équilibré, comme je l'avais dit tout à l'heure, encore une fois. Mais c'est ça. C'est en ce moment qu'on peut échanger avec le Nord. Sinon, ce n'est pas possible. C'est des réalités différentes. Même au sein de l'Afrique, il y a des réalités différentes. Parlons pas maintenant entre le Nord et le Sud. C'est radical. Mais il faut qu'on sache que c'est la différence. Mais c'est cette différence-là aussi qui fait la richesse. Si on est là ensemble, qu'on échange, c'est une grande richesse. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Et qu'on n'ait pas aussi le même niveau de développement. Si on avait tous le même niveau de développement, qu'est-ce qui pouvait arriver? Vous le savez aussi bien que moi. Alors, c'est comme ça. Et ça ne peut pas être autrement. Mais vous, ici, comme chez nous, nous sommes victimes de la réalité. Parce que nous baignons dans un système dans lequel nous sommes infiniment petits. Et ça, c'est le grand problème. Parce que moi, même quand je suis là, je vais voir les personnes âgées, je vais discuter. Je suis plus intéressé à celle-là qu'à la jeunesse.
Parce que je sais que rien ne me différencie aujourd'hui de ces personnes âgées. Mais justement, si ça a changé en Europe, c'est justement au niveau constitutionnel et autres que ça a changé. Et on est tous petits. Donc ce qu'on doit faire, moi je pense, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, être une partie de la solution, c'est mieux que d'être une partie du problème. Chacun d'entre nous doit être conscient et se dire, moi, qu'est-ce que je dois faire pour être une partie de la solution? Et qu'est-ce que je dois faire de ma famille pour que ma famille ne tombe pas dans ces considérations qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire où tout ce qui n'est pas quantifiable n'est rien. Merci à Christophe quand il s'est présenté. Bien entendu, il a dit qu'ils ont apporté, ça c'est sûr. Mais il a compris aussi qu'en échange, nous avons donné quelque chose qui n'est pas matériel. Et moi je pense que c'est ce quelque chose qui n'est pas matériel aujourd'hui où nous devons tous nous appesantir, en tout cas mettre le paquet. C'est-à-dire sur ça qui constitue nos valeurs. Et que seulement vous avez perdu et qui reste en Afrique, mais c'est des valeurs ancestrales que nous avons partagées des millénaires, mais que nous avons lâchées et qui a conduit nos sociétés, n'est-ce pas, aujourd'hui à ce stade-là, où aujourd'hui tout est dénaturé, que la civilisation périclite sans qu'on le sache. Et je vous assure que ça ne peut plus continuer. On est au bout du goulot. Ça, tout le monde le sait. Alors, je pense que la solution, c'est là. C'est retrouver nos valeurs. S'appesantir sur nos valeurs. Peser sur l'avoir plus que sur l'être. C'est moi ma réponse. Je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui.